Bonjour Anthony Fardet, bonjour Aris Christodoulou. Bonjour Alexandra. Merci pour cet échange. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, Anthony Fardet, vous êtes docteur en nutrition humaine et vous dirigez des recherches sur l'impact, alors je lis, c'est un peu long, sur l'impact de la transformation des aliments sur leur potentiel santé dans le cadre des systèmes alimentaires durables. C'est ça. Et vous, Aris, vous êtes président et fondateur de l'application SIGA, qui est un outil pour accompagner les patients pour faire de bons choix santé au moment de leurs achats alimentaires. Alors, de prime abord, lorsque vous sillonnez en fait les linéaires des grandes et des moyennes surfaces, on aurait tendance à penser que l'offre alimentaire aujourd'hui est plus saine qu'auparavant, puisqu'on voit pléthore de marques bio, on voit des produits sans sel ou sans sucre ajouté ou sans conservateur. Et en définitive, Anthony Fardet, vous nous dites que nous raffinons et transformons à outrance nos aliments pour ensuite passer du temps à essayer de rattraper les dégâts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est? Oui, alors en fait, cette vision plus saine de l'alimentation est basée sur un paradigme scientifique qui est quelque part erroné, c'est-à-dire qu'il faut revenir à ce que c'est qu'un aliment sain. Et ce que vous venez de dire, et qu'on croit que c'est plus sain, c'est parce qu'on est basé sur l'idée qu'un aliment sain, c'est un aliment qui serait équilibré nutritionnellement, ou qui aurait moins d'additifs. Mais c'est une vision réductionniste de l'aliment, et on ne peut pas résumer l'aliment à une somme de composés ou de parties. En fait, il n'existe aucun aliment équilibré nutritionnellement, à part le lait maternel, dans la nature. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens de manger varié. Et donc, c'est cette espèce de vision de croire que c'est plus sain, c'est en fait trompeur, c'est basé sur ce paradigme qu'un aliment sain serait équilibré nutritionnellement. Et d'ailleurs, Montero parlait de malbouffe de très bonne qualité, ce qui est un oxymore, c'est-à-dire pourquoi de très bonne qualité? Parce qu'il y a un marketing très, très bien fait pour ces aliments, qui fait passer de la malbouffe pour des aliments sains, avec enrichis en minéraux, en vitamines, en fibres, allégés en sucre, sel et gras, et voilà. Et en fait, on croit que c'est sain parce qu'on a rajouté une vitamine, des fibres, on a réduit le sucre, on a remplacé par des marqueurs d'ultra-transformation ou des mutes. Donc, on agit sur quelques parties de l'ensemble, alors qu'en fait, c'est l'ensemble qu'il faut améliorer. Et donc, ça m'amène à la définition d'un aliment sain. Un aliment sain, c'est tout simplement l'aliment le moins transformé possible pour être à la fois bon, c'est important, le goût, sûr sur le plan toxicologique et comestible. Voilà, c'est ça un aliment sain, défini par la science sur la base des résultats scientifiques les plus récents, les plus modernes. Donc, ne vous laissez pas tromper par allégé en sucre, enrichi en minéraux, fibres et vitamines. Il faut regarder l'ensemble. Et donc, la qualité de la matrice alimentaire, c'est-à-dire, par exemple, une pomme a une matrice ronde, plus ou moins poreuse, solide, et l'équivalent en compote a une matrice qui est plus visqueuse, plus semi-solide. Donc, la matrice, voilà, c'est la structure de votre aliment. Et donc, plus on va respecter cette qualité matricielle de l'aliment, plus le devenir de ces nutriments va être optimisé dans l'organisme. Donc, en fait, la qualité de la matrice alimentaire gouverne et les nutriments obéissent. Et donc, si on dégrade les matrices et qu'on les enrichit ensuite en minéraux, fibres, vitamines, ou on les allège, si la matrice est dégradée, ça ne change rien à la donne. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et puis, pour bien comprendre ce que c'est que la matrice, je voudrais rappeler à nos auditeurs que pourquoi on a des dents, c'est d'abord pour l'effet matrice, et parce qu'on mange des aliments et pas des nutriments. Et ensuite, tout le processus digestif, et ça c'est très important, n'a qu'une fonction, c'est de déconstruire les matrices alimentaires de façon à ce que les nutriments soient accessibles ensuite dans le sang, ce qu'on appelle biodisponibles. Mais la digestion, c'est d'abord déconstruire les matrices. Les enzymes hydrolysent les liens, cassent les liens pour que la matrice soit déconstruite. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'on ne peut pas scorer les aliments sur ce qui entre dans le sang, mais sur ce qu'on met dans la bouche. Et donc, l'ultra-transformation qui dégrade et artificialise les matrices, même si on enrichit en minéraux fibres, c'est une forme de prédigestion de l'aliment qui va déréguler finalement le processus de digestion et le devenir métabolique des nutriments. Donc, les nutriments sont plus ou moins neutres au départ, et selon leur qualité matricielle, ils vont avoir un devenir métabolique soit bénéfique pour notre santé ou soit délétère. Les sucres lents et rapides, ce n'est pas une question de composition, c'est une question de matrice qui a été dégradée et qui rend les sucres plus rapides. Donc, on touche à quelques parties pour
fabriquer des aliments supposés sains qui ne sont que de la malbouffe de très bonne qualité, mais on ne regarde pas l'ensemble, c'est-à-dire la liste des ingrédients, et on y reviendra. Et donc, ça amène à vendre des aliments virtuels qui n'existent même plus dans la nature, qui sont Nutri-Score, comme des boissons végétales ou qui ne sont plus que des recombinaisons de marqueurs d'ultra-transformation ou de mutes, ou des substituts de produits animaux, qui sont des steaks végétaux, qui sont là aussi des combinaisons jusqu'à 15 marqueurs d'ultra-transformation. Donc voilà à quoi mène cette pensée d'un aliment sain basé sur un paradigme réductionniste qui est faux. Et donc, en ce qui concerne la santé, donc aujourd'hui, on a plus de 70 études épidémiologiques qui montrent que les gros consommateurs ou réguliers d'aliments ultra-transformés en comparaison aux petits consommateurs sont plus à risque de nombreuses maladies chroniques, quelle que soit la population du globe étudiée ou l'ethnie, et quelle que soit la partie du corps ou la fonction physiologique. Donc, on va obésité, diabète de type 2, syndrome métabolique, maladie cardiovasculaire, dépression, mortalité précoce. On va le voir aussi, syndrome de l'intestin irritable. Et enfin, pour terminer sur votre première question, c'est quoi un marqueur ultra-transformation? Eh bien, c'est ce qui caractérise un aliment ultra-transformé. Ce sont des substances majoritairement issues du cracking alimentaire, c'est-à-dire de la déconstruction des matrices alimentaires à l'extrême, un peu comme le pétrole. On en isole les constituants et on distingue 4 types de mutes, et ça, c'est très important, parce que je pense qu'ils sont faciles à retenir pour nos auditeurs. C'est d'abord tous les arômes, artificiels ou naturels. Donc, naturel, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est le degré de transformation de la nature, hein, parce que tout vient de la nature, même la bombe atomique. Donc, en fait, c'est plutôt le degré de transformation de la nature qui compte. Ensuite, les additifs dits cosmétiques, texturants, colorants et modificateurs de goût. Donc, c'est plus de 80% des 339 additifs autorisés au niveau européen. Ensuite, les ingrédients ultra-transformés type macronutriments, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines et fibres ultra-transformés, donc isolat de fibres, isolat de protéines, huile hydrogénée, tous les sucres dont on va parler, maltodextrine, sirop de glucose, extrait de malt d'orge, sucre inverti. Et enfin, quatrième catégorie, des traitements technologiques directement appliqués à l'aliment, mais très drastiques et qui va à nouveau altérer de manière très importante la matrice de l'aliment. On peut citer la cuisson-extrusion des céréales du petit déjeuner pour enfants, par exemple, ou le soufflage des galettes de riz blanc, même si elles sont bio. En fait, ces procédés sont tellement drastiques que la fécule et l'amidon qui est contenu dans cette fécule, c'est un peu comme si on le prédigérait. Donc, on le rend très vite digéré ensuite dans l'organisme avec des index glycémiques très élevés. Et je termine en disant que le paradigme scientifique qui sous-tend l'ultra-transformation est bien un problème de dégradation et d'artificialisation de la matrice alimentaire. Parfait, c'est très intéressant. Du coup, je voulais rebondir justement sur les maladies digestives chroniques. Donc là, vous avez abordé les mutes. Donc, petit zoom. Donc aujourd'hui, je vous rappelais que ce soit donc l'IMICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc qui intègrent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. On compte aujourd'hui 250 000 Français qui sont touchés par ces maladies. Et on a surtout un boom, c'est-à-dire qu'on a 10 000 nouveaux cas chaque année et que ça touche une population de plus en plus jeune. Je voulais rebondir justement sur les dernières préconisations nutritionnelles Mickey, où outre donc les mutes, enfin la maltodextrine, pardon, que vous aviez évoqué, qui est un mute, on a également une préconisation d'exclure pour ces personnes-là dans leur alimentation les émulsifiants. Et du coup, je reviens vers vous, Harris, sur votre application SIGA. Est-ce qu'elle intègre aussi cette application, les émulsifiants, en parallèle des fameux mutes évoqués par Anthony? Ton micro, Harris. Le micro. Les joies du direct, Harris. Effectivement, les marqueurs d'ultra-transformation sont à retrouver dans l'application, du moins les notes des plus de 80 000 produits que nous avons évalués au regard de ce critère. Donc, est-ce qu'ils contiennent des marqueurs d'ultra-transformation ou non et vont alors être qualifiés d'aliments ultra-transformés? La majorité de ces émulsifiants faisant partie des marqueurs d'ultra-transformation, ils sont en effet monitorés par la méthodologie de scoring dont on observe les résultats dans l'appli. Parfait. Pour compléter peut-être sur ces mutes et la santé, il faut quand même rappeler 2 études longitudinales prospectives, donc qui sont robustes, qui sont récentes, qui datent de 2018 et 2021 sur les aliments ultra-transformés et la santé digestive. Donc, la première étude publiée en 2018, issue de la cohorte Nutrinet, a montré, en comparant
les gros consommateurs d'aliments ultra-transformés aux petits consommateurs, eh bien, qu'il y avait un risque augmenté de 25% du syndrome de l'intestin irritable, ce qui est quand même considérable, et de 25% de la dyspepsie fonctionnelle, que nos auditeurs doivent connaître, qui sont des troubles digestifs. Et en comparant ceux qui consommaient 21% en poids d'aliments ultra-transformés et ceux qui en consommaient en dessous de 9% en poids. Et dans l'autre étude de 2021, publiée dans des grands journaux, les deux études, ils observent ce qu'ils appellent les maladies de l'intestin inflammatoire en comparant ceux qui consomment 5 produits ultra-transformés par jour ou plus à ceux qui en consomment moins de 1, qui a un risque de plus 82% de maladies inflammatoires de l'intestin. Voilà, donc c'est quand même important. C'est énorme. Et, voilà, et on descend par contre, on descend à plus 67% quand on compare ceux qui consomment 1 à 4 portions et ceux qui en consomment moins de 1. Donc, on voit qu'il n'y a pas besoin d'en consommer beaucoup pour arriver à des risques importants qui sont significatifs et accrus. Et pour les maltodextrines, alors il n'y a pas vraiment d'études chez l'homme à long terme, mais il y a quand même des études chez la souris qui peuvent alerter, qui ont été publiées aussi dans des journaux importants. Par exemple, une étude chez la souris a montré que la maltodextrine favorise la croissance de mauvaises bactéries dans l'intestin, Salmonella, qui endommagent l'intestin des rongeurs. Et des résultats similaires ont été trouvés dans une autre étude et montré que la maltodextrine a des conséquences néfastes sur la santé intestinale et qu'il pourrait y avoir un lien avec la maladie de Crohn. Alors, c'est toujours sur des rongeurs, donc à confirmer chez l'homme. Et enfin, une troisième étude montre qu'il pourrait y avoir à très long terme, c'est-à-dire au-delà de 45 jours chez le rongeur, des altérations de la couche de mucus protégeant l'intérieur de la paroi intestinale. Donc, pourquoi je cite ces études? Ça montre qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont autorisés ou d'additifs autorisés, mais ils n'ont pas toujours été autorisés en faisant le tour de la question, c'est-à-dire avec un regard holistique, c'est-à-dire on fait vraiment le tour de la question à très long terme chez l'homme, etc. Et donc, le risque, c'est que quand on autorise des ingrédients ou des additifs sans faire le tour de la question, avec des études très réductionnistes, eh bien, on peut se rendre compte à long terme après qu'il peut y avoir des effets délétères. Donc, c'est tout le problème de la mise sur le marché de nombreux ingrédients ou additifs, c'est qu'on ne fait pas toujours le tour de la question. Harry, je voulais rebondir avec vous sur le travail de fond de sensibilisation que vous menez avec SIGA. Et j'ai lu que vous accompagnez Pierrick Deronne, le patron de Biocop, pour développer sa marque propre. Je voulais que vous nous en parliez. Oui, effectivement, c'est un partenariat dont nous sommes très fiers. On accompagne l'enseigne Biocop depuis maintenant 3 ans sur le sujet de l'ultra-transformation. Donc, on a, dans une phase préliminaire, audité l'intégralité de leurs produits de marque propre. On s'est rendu compte que d'ailleurs, ces produits étaient nettement mieux positionnés que ce qu'on observait sur l'industrie en général en termes de marqueurs d'ultra-transformation, mais que les aliments n'étaient pas nécessairement exempts. Donc, un plan a été mis en place pour retirer avec SIGA l'intégralité de ces marqueurs d'ultra-transformation. Et des objectifs ont été annoncés puisqu'il n'y aura plus d'aliments ultra transformés dans les marques propres de l'enseigne Biocop d'ici la fin de l'année prochaine. Nous ne pouvons qu'encourager les autres enseignes du bio à franchir la dernière marche parce qu'effectivement, encore une fois, il y a bien moins de marqueurs dans le bio qu'il y en a dans l'industrie en général. Et puis après, les GMS classiques a aussi considéré cet indicateur pour apporter une offre plus saine aux consommateurs. Parfait. Eh bien, écoutez, l'interview touche à sa fin. Merci beaucoup pour vos éclairages respectifs. Et puis, j'invite nos auditeurs à télécharger l'application SIGA et puis à découvrir le livre d'Anthony Fardet, donc Pourquoi tout compliqué? Manger est si simple. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup, Aris. Au revoir. Merci à vous.